Les standards de beauté en Allemagne, par exemple, une taille 42-44, pour eux, c'est genre la normalité. Et puis la nana, si elle fait 1m70, elle est même petite. Donc en fait, les standards de beauté sont culturels. Et en fait, l'idée, c'est aussi de faire comprendre ça aux gens. Et moi, d'où je viens, c'était ça. C'est, ok, j'ai ce corps-là. Donc finalement, faire une taille 44, ça fait pas de moi quelqu'un de grosse. Ça fait de moi quelqu'un qui a ses origines et qui est comme ça. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, on a beaucoup de chance de se retrouver tous les jours avec des personnalités formidables et incroyables. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Lala Misaki. Bonjour Lala. Bonjour Philippe. Ça fait plaisir de vous rencontrer puisque vous m'avez promis qu'à la fin de l'émission, vous nous donnerez votre vrai prénom. C'est tellement faux. Et après, vous me tuez. Ah, alors ça c'est vrai. Ça, je l'avais dit. Alors, vous êtes game changer, créatrice de contenu, mannequin grande taille, même si vous ne revendiquez pas forcément cette appellation de mannequin. Ouais, non, mannequin. Pourquoi grande taille ? Maintenant, je le fais parce que des fois, il faut le faire, parce que les gens ont besoin de nous mettre dans certaines catégories. Mais en vrai, non, mannequin, point. Comme je suis... C'est ce que vous avez dit, vous avez précisé. Voilà, j'étais là genre, grande taille. C'est vous qui l'avez précisé oui. tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai rajouté. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est... Vous êtes mannequin, en fait. Ouais, mannequin, point. Mais c'est vrai qu'en plus, dernièrement, j'ai posé la question sur les réseaux en disant, vous préférez quoi ? Vous préférez qu'on dise mannequin, point, ou mannequin grande taille. Et c'est vrai que c'était un éternel débat parce qu'il y en a qui disent qu'on a besoin de préciser parce que c'est pas encore ancré dans les mœurs, et il y en a qui disent non, on est mannequin, point. Donc du coup, moi-même tout à l'heure j'ai hésité, j'étais là genre grande taille. Bon, je suis mannequin, mais bon voilà, je suis grande taille. Ouais, voilà. 10 ans de présence sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. À peu près, et aujourd'hui vous êtes présente dans les librairies avec votre premier livre qui s'appelle Hors Normes. Brise tes chaînes et deviens toi chez Hugo New Life. On va parler de l'illustratrice qui s'appelle Aurélie Inard, alias Lily Art, parce qu'elle a joué un grand rôle dans votre livre et aussi dans les illustrations, beaucoup d'aération, mais parce qu'aussi c'était quelqu'un qui vous suivait au début. Exactement. Franchement, en fait, pour moi, dans la vie, le hasard n'existe pas. Et cette nana-là, en fait, c'est juste une de mes lectrices qui me dessinait. Alors moi je dis lectrice parce qu'à la base j'avais un blog, donc on me lisait. Vous avez commencé comme ça. Voilà, j'avais un blog, donc du coup c'est pour ça que je les appelle des lectrices alors qu'il y en a qui vont dire des abonnés, etc. aujourd'hui. Et en fait elle me dessinait tout le temps, etc. Et j'adorais ses dessins, sa sensibilité. Il y avait un truc que j'aimais chez elle. Et en fait quand on a commencé à parler du livre et tout, je me voyais pas faire quelque chose de chronophage où on est là tout le temps en train de lire. Je voulais un truc un peu interactif avec des dessins, des illustrations, des femmes, je voulais un truc incroyable. Et j'adore tout ce qui est un peu ésotérique, etc. Et je trouvais que ça ressemble un peu... je voulais des dessins un peu comme des cartes de tarot. Mais je ne lui ai rien dit. Je lui ai juste dit, meuf, est-ce que tu veux bosser sur un projet ? Elle m'a dit, vas-y. Et je lui ai dit, ok, tu sais quoi, je te donne carte blanche, je te donne juste les thématiques, on y va, tu es rebelle, c'est le premier chapitre, fais-moi ce que tu veux. Et elle m'a fait exactement ce que je voulais, à savoir qu'à la base, moi, quand elle me dessinait pas du tout comme ça. On n'a rien dit, et il y a une synergie qui s'est créée, pourtant elle habite à La Réunion, donc de La Réunion jusqu'ici, et franchement, incroyable, je suis trop contente et je suis trop fière d'avoir bossé avec elle. Tu es rebelle, qu'est-ce que vous donnez comme sens à rebelle ? Puisque finalement, dans votre livre, vous nous invitez tous à devenir rebelles. Ouais, c'est ça. En fait, moi, on m'a toujours appelée la rebelle. Parce que je voulais pas faire comme les gens, je voulais pas écouter forcément ce qu'on me dit, je voulais me faire mes propres expériences, je voulais pas ressembler à ma mère, que j'aime de tout mon cœur, mais je voulais pas l'histoire de ma grand-mère, je voulais pas l'histoire de toutes les femmes de ma famille, parce que je voulais pas reproduire ce schéma-là. Et du coup, de manière générale, même à l'école, on m'appelait la rebelle. Et en fait, c'est pour ça que je voulais vraiment que ce soit le premier chapitre, tu es rebelle, parce que pour moi, c'est un style de vie, c'est une manière de penser, et c'est justement sortir du conditionnement qu'on nous donne à la naissance, que ce soit nos parents, notre éducation, notre environnement, et l'école, peu importe, et de se dire, ok, j'ai ces règles-là, j'ai cette base-là, mais après, je fais ce que je veux. Et rebelle, en langage des oiseaux, c'est belle à nouveau. Sérieux ? Bah oui, tu es belle à nouveau. Ah, je sais pas, je suis pas un oiseau. Tu es rebelle. J'adore. Bah voilà. Je suis rebelle de ouf. On est tous des rebelles. Vous avez dit que le hasard n'existait pas et vous dites que la chance n'existe pas non plus. Non. Et vous vous élevez contre ça. Pourquoi ? Ouais, parce qu'en fait, j'estime que pour moi, la chance, c'est dire j'ai faim, je veux un hamburger et j'ai un hamburger qui tombe du ciel. Et il arrive dans ma bouche directement. Ça n'existe pas. En fait, pour moi, c'est action-réaction. On fait des choix dans la vie. On fait des choses qui, en fait, automatiquement génèrent et créent un résultat.
Donc ça veut dire que peu importe que le choix soit bon ou mauvais, hein, mais finalement c'est moi qui ai fait un choix. Je prends la décision de sortir de cette pièce. Je vais rencontrer quelqu'un. Je vais pas dire c'est la chance. Je suis sortie de la pièce. La personne, elle a son vécu, ses choix. Et oui, on devait se rencontrer. C'est un espèce de... Enfin, moi j'aime pas le hasard, mais on est là, on tombe face à face. Et le truc, c'est que tu vois une ambiguïté dans ce que je dis? Non, je sais pas. Tu non, parce que parce que en fait, justement. Non, on dit mektoub. Ouais, mais c'est choix-conséquences. Maintenant, après, les choix de chacun, est-ce qu'on a été guidé ou pas par les choix? Vous expliquez pourquoi vous aimez pas la chance et que finalement, en fait, chacun crée sa propre chance. Oui. Il y a ça. C'est-à-dire que finalement, il y a l'action qui donne des résultats. Et exactement. Chacun est responsable de ses actes qui donnent des résultats ou pas. Voilà. En quoi est-ce que votre livre n'est pas un livre de développement personnel comme les autres? Alors, moi, j'adore les livres de développement personnel. J'en ai lu plein. Sauf que ce qui se passait, c'est qu'il y avait différentes choses. Soit ils parlent comme des politiciens et du coup, je comprends rien. Et ça m'exaspère. Soit c'est beaucoup trop médical et ça me saoule aussi parce que je comprends rien à la fin de la journée. Et l'idée, c'est que j'avais envie de quelque chose de simple. C'est-à-dire que ma manière de parler, j'ai un ton particulier et c'est vrai que les nanas qui me suivent apprécient ce ton. Et je me suis dit, j'avais envie que quand on lit mon livre, limite t'entends ma voix. Je voulais que tu m'entendes en fait t'embrouiller. Vraiment, parce que l'idée c'est ça, c'est volcanique, je te rentre dedans en fait. Hors norme, c'est ça, c'est en dehors de tous les standards de beauté, de tous les standards quelconques. Et en fait, j'arrive, je viens, je te parle et tu prends le message comme tu as envie de le prendre, parce qu'après je ne connais pas ta vie, je sais pas comment tu le reçois, ce que tu vis aujourd'hui, mais l'idée c'est, voilà, je voulais que ça punch dans ta tête et que pour moi finalement ce qui a été efficace dans ma vie c'est un séisme, un vrai séisme, et ça a créé un séisme dans mon corps aussi. On raconte, puisqu'effectivement c'est le moment où vous décidez vous de prendre votre vie en main. Yes. Un séisme en Haïti. Ouais. C'est quoi? C'est 2010. 12 janvier. Ouais. 12 janvier 2010. C'est-à-dire qu'avant ça, j'étais la meuf qui ne s'aimait pas, qui se trouvait moche, dégueulasse. Je me regarde dans le miroir. Pour moi, j'avais tous les défauts du monde. Ils étaient regroupés dans mon corps, que ce soit intellectuel ou physique. Et j'arrive le 12 janvier 2010 en Haïti, 1 heure avant le séisme. Donc j'ai vu l'aéroport, vite fait le temps de monter à la maison et c'est tout. Et là, à ce moment-là, c'est comme si ce séisme avait un peu remis mes chakras dans l'ordre comme ça. Tout s'est remis en place. Et là, je me suis dit, ok, tu t'aimes pas, mais pourquoi? Est-ce que tu te connais en fait? Non. Tu t'aimes pas, mais est-ce que t'es parti chercher le bonheur là où potentiellement tu penses qu'il est? Non plus. Tu veux tomber amoureuse de toi, mais tu sais même pas qui t'es en fait. T'es même pas parti en date avec toi-même pour savoir qui tu es au plus profond de toi-même. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis à côté de la plaque. En fait, je suis à côté de la plaque. Je passe mon temps à me plaindre, mais je cherche pas de solution. Donc qu'est-ce que vous avez vu ce jour-là? Est-ce que vous le racontez? Parce qu'en fait, effectivement, vous avez fait un podcast à l'époque pour raconter ce que vous avez vécu. Même certains ont mis en doute que vous l'ayez. Waouh, vous avez fait des vraies recherches. Ah bah attendez. Incroyable. J'ai une équipe. J'ai une armée. Oui, on m'a traité de mytho. Je me suis dit incroyable quand même. On m'a dit qu'en fait, en gros, j'utilisais ça pour, entre guillemets, tirer la larmichette aux gens. Et là, je me suis dit, ah ouais, vous êtes vraiment machiavélique, parce que pour penser ça, c'est que vraiment, à l'intérieur de vous, ça va pas du tout. Parce que moi-même, je me dis, mais ça, c'est quoi? C'est un scénario de Marvel, le truc. Mais vous avez vu quoi ce jour-là? En gros, je suis arrivée, donc j'ai vu Haïti dans sa forme la plus naturelle, et voilà, les gens vivaient leur vie. Et en fait, je suis arrivée donc dans la maison de mes ex-beaux-parents, et en fait, j'ai rien vu, dans le sens où j'ai rien vu d'Haïti normal, à part sur le chemin. Et là, d'un seul coup, en fait, t'as la terre qui... En fait, il y a eu un gros silence. Et ce qui était très perturbant, c'est que les animaux étaient très agités. Alors nous, on pensait que c'est parce qu'on arrivait dans une maison dans laquelle, par exemple, moi, j'avais jamais été. Donc le chien, peut-être, me connaissait pas, etc., etc. Donc voilà, le propriétaire de la maison, mon ex-beau-père, disait, mais c'est bizarre, lui a agité le chien, tu vois. Et puis finalement, l'un d'un seul coup, en fait, je m'assois à une chaise. Et là, la terre, elle se met à trembler, mais d'une force au point où, tu vois, quand tu regardes un film d'horreur, tu dis, mais vas-y, mais moi, je me serais levé, je serais parti en courant. Ça n'existe pas, c'est faux. T'es une espèce d'attraction qui fait que t'es collé, une terreur. Tu regardes dans les yeux des gens une espèce de réconfort que tu ne trouves absolument pas, parce qu'en fait, dans les yeux de tout le monde, c'est la même merde. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, what? Je vais mourir. La terre va s'ouvrir en deux, je vais tomber dans un trou. C'est un peu l'image que j'avais eue. Et finalement, à ce moment-là, ça se calme. Et là, en fait, c'était très calme à ce moment-là. On entend la terre qui fait brrr, comme ça. Là, on a un calme olympien. Et là,
boum, d'un seul coup, ça crie, ça pleure, ces trucs, c'est très perturbant l'enchaînement comme ça. Et à ce moment-là, on voit en fait, on prend la voiture, on descend un petit peu plus dans la ville et tout, parce que nous on est un peu excentrés. Et là, on se rend compte que tout est écrasé, que c'était juste atroce. Moi, le jour même, je suis pas sortie parce qu'ils voulaient me préserver et me laisser là. Le lendemain, je suis sortie et en fait, je me rappellerai toute ma vie. On passait un corner comme ça et en gros, c'est le peuple qui aidait le peuple. C'est-à-dire qu'on savait plus qui était qui. Ouais. On sortait les corps des décombres et en fait, on emballait dans des corps, dans les draps, les gens qui étaient reconnus par la famille et tout. Et tous les corps qui étaient pas identifiés, on les laissait, on les mettait sur le trottoir. Et là, tu voyais des trottoirs avec des corps qui étaient là, les uns à côté des autres, qui s'empilaient, grands, petits, moyens, trucs, machin. Et c'était juste atroce. Moi, je sais que enfin, même encore aujourd'hui, quand je vais dans un endroit, je regarde où est la sortie de secours, le truc, le machin, au cas où si ça tremble. Je sais qu'il y a une espèce d'instinct de survie qui se crée après. Et c'est vrai que on est resté 15 jours, nous, après. Ma mère, j'avais réussi à avoir des contacts avec elle. Et elle me disait, par contre, j'ai appelé le Quai d'Orsay, faut rentrer, parce que sinon, ils vous déclarent tous morts. Et là, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. Et nous, on était là, genre, ah, ok, d'accord. On a dû partir en furie. Enfin, on est parti, mais n'importe comment. Non, franchement, c'était une expérience... Waouh! Ouais. Et c'est le jour de votre renaissance. Mais vraiment, mais j'ai toujours dit, Lala Misaki, elle est née ce jour-là, le 12 janvier 2017. D'ailleurs, j'ai un collier avec la date autour du cou. Tu vois. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment c'est ma date de naissance, c'est pour ça qu'elle a l'air jeune. Et ça se voit à la radio, hein. Je sais que ceux qui nous écoutent disent oui, c'est vrai. On le voit. Ouais. Pourquoi vous ne donnez pas votre vrai prénom? Parce qu'en fait, je veux garder... Les gens, c'est des oufs. On sait jamais. Ils vont taper sur copain d'avant et puis ils vont me retrouver, ils vont savoir où j'habite. Non, j'aime pas. Et en plus, le truc, sincèrement, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, depuis mon adolescence du moins, il y a des gens, alors moi, c'est soit on m'adore, soit on me déteste. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Et en plus, quand on m'adore vraiment beaucoup. Et quand on me déteste vraiment beaucoup. Et comme les gens qui d'ailleurs ont pu dire que j'étais une mytho, etc. C'est des gens à la base qui m'aimaient beaucoup, qui avaient limite et qui se sont plaints justement que je ne leur réponde pas assez. Et à partir de là, du coup, je ne leur ai pas offert ce que eux avaient comme attente envers moi. Et du coup, ça a créé une déception et une frustration. Et du coup, voilà, ça a créé des. Mais ça veut dire que très tôt, vous avez anticipé finalement les risques des réseaux sociaux. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, les genres de cousines qui disent ton mec il m'a pris pour toi, les trucs comme ça, là, je connais ça depuis mon enfance. Donc c'est vrai que je me suis dit non. Et puis en plus, en vrai, il y avait aussi le fait que je me disais Johnny Hallyday c'est pas son vrai prénom, moi aussi je veux un truc qui déchire. Ouais. Et Lala Misaki, ça déchire? En vrai, ouais, Lala Misaki. Allez, Philippe, dis la vérité. Tu sais la que vérité. Ça déchire. Non, mais j'ai dit, il y a deux pseudos, il y a Johnny Hallyday. Et Lala Misaki. Non mais tu sais, j'ai pensé long terme. Je me disais, qu'est-ce que tu veux faire avec ton prénom? Et je savais que je voulais quelque chose qui était moi. Donc Lala, c'est mon petit frère qui m'appelait comme ça. Donc tout le monde m'appelle Lala, vraiment dans mon entourage. Donc c'est quand même vous. C'est quand même moi. Ouais. Et Misaki, c'est la traduction de mon prénom en japonais. Lala Misaki est avec nous pour nous parler de son premier livre. C'est un livre de développement personnel, qui s'appelle Hors Normes, aux éditions Hugo New Life. Alors vous avez parlé des femmes de votre famille tout à l'heure, mais vous n'avez pas parlé de votre père, de votre grand-père. Vous racontez dans votre livre que vous êtes un enfant non désiré, et que votre grand-père voulait faire avorter votre mère. En fait, le concept, c'est que, c'est les femmes de ma vie, c'est-à-dire ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. C'est vrai que en présence paternelle, pas tellement. L'idée, c'est qu'en fait, en gros, on voulait pas tellement de moi, c'est-à-dire que ma mère, elle, évidemment, elle me voulait. Maintenant, c'est clair que toutes les présences masculines de ma vie ne me voulaient pas. Et j'en ai vraiment beaucoup souffert, en fait, pendant mon adolescence. Parce que du coup, comment vous la connaissez, cette histoire familiale, cette partie de votre... j'ai lutté. Alors vraiment, j'ai lutté pour avoir toute l'histoire, hein. Mais j'ai lutté, je les ai forcés à tout me raconter. C'était très particulier dans le sens où vous connaissez les histoires de famille enfouies, on veut préserver, on pense que on rend service en ne disant pas aux enfants, alors qu'en vrai, je pense qu'en disant clairement les choses, c'est là où on rend service aux gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai les bases, les règles du jeu, je sais comment jouer mon jeu. Et là, c'est vrai que je les avais pas. Je me suis, moi, séparée du père de mes enfants pendant ma grossesse avec mon fils. Et c'est là où je me suis dit, ok, je veux préserver ma grossesse, il faut que mon mental préserve ma grossesse. Donc, par conséquent, j'ai besoin de connaître toute mon histoire. Et pour justement, pour réellement savoir qui je suis dans ma
dans vraiment toute ma complexité, mais j'avais besoin de connaître toute mon histoire. Donc je dis à ma mère, bon, tu vas tout me raconter, sinon je te parle plus. Voilà. Et vous dites que se rebeller, être rebelle, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi se rebeller contre son histoire familiale. Et il faut mener une enquête. Mais clairement, en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, moi, j'essaye d'être, alors évidemment, la plus transparente avec mes enfants, en fait, parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai 2 enfants. Je me rends compte de l'importance d'être honnête sur la réalité des choses, sur les faits. Je vais pas faire croire à mes enfants que ce que je vis, c'est incroyable avec leur père, alors que ça ne va plus. Ils voient bien, ils ressentent bien, et des parents heureux font des enfants heureux. L'idée, c'est que là, en l'occurrence, c'est vrai que c'était par bienveillance et amour que ma mère voulait m'épargner plein de tracas. C'est par bienveillance et amour que certaines mamans disent à leur fille, t'es grosse, tu devrais faire attention, alors que la fille, elle est bien dans sa peau. Oui, d'accord, ok, mais à un moment donné, je veux briser ce truc-là. Et est-ce que tu connais mon propre bonheur, mes propres standards? Est-ce que tu sais réellement ce qui me rend heureuse? Et moi, c'est ce que je dis souvent aux nanas qui me suivent quand elles me disent, ouais, ma mère, elle arrête pas de me saouler avec mon corps. Je leur dis, ok, la question est, toi, comment tu te sens avec ton corps? Elle me dit super bien. Je dis alors dis à ta mère, écoute maman, je t'aime, je sais que ce que tu fais c'est par amour, mais j'adore mon corps et j'adore ma vie. Est-ce que tu veux pas un enfant bien avec lui-même qu'un enfant qui correspond à ce que toi tu voudrais pour moi? Et vous rajoutez à ça, l'important c'est la santé. Ouais. Finalement, c'est la santé, ouais. Le poids c'est des chiffres, mais l'important derrière tout ça c'est la santé qu'il y a derrière. Évidemment, déjà. Premier facteur, d'où viens-tu? Moi, par exemple, le jour où j'ai compris après Haïti, je me suis dit, d'où viens-tu? Quelles sont tes origines? Et quel est le corps qui est associé à tes origines? Moi, du côté de chez ma grand-mère, ils sont prussiens. Ça veut dire, c'est des Vikings. Enfin, ils ont des corps qui font que, automatiquement... On est là pour casser du bois. Les standards de beauté en Allemagne, par exemple, une taille 42-44, pour eux, c'est genre la normalité. C'est normal. Et puis la nana, si elle fait 1m70, elle est même petite. Donc en fait, les standards sont culturels, les standards de beauté sont culturels. Et en fait, l'idée, c'est aussi de faire comprendre ça aux gens. Et moi, d'où je viens, c'était ça. C'est ok, j'ai ce corps-là. Donc finalement, faire une taille 44, ça fait pas de moi quelqu'un de grosse. Ça fait quelqu'un de moi. Enfin, quelqu'un qui a ses origines et qui est comme ça. Alors oui, c'est clair, c'est pas du côté asiatique que je peux être grande comme ça, mais quand je vois mon oncle qui fait plus d'1m95, même mon cousin qui est beaucoup plus grand que moi, je suis la plus petite de ma famille alors que je fais un 71. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on comprend les standards d'où on vient, on comprend déjà qu'il y a ce physique. Ensuite, par rapport à la santé, évidemment, j'ai envie d'être en bonne santé. Et c'est pour ça que les gens assimilent automatiquement le surpoids, l'obésité, l'indice de masse corporelle. Ils me fatiguent avec ça. Ils saoulent parce que déjà, même le créateur, quand on lit des articles sur l'indice de masse corporelle, il explique bien que c'est un effet de masse et qu'en rien, il ne peut définir un individu. Par contre, tous les médecins aujourd'hui, ils reprennent ça. Donc ça veut dire que des fois on me dit pas bonjour, on me dit... On revient un petit peu aujourd'hui sur l'indice de masse corporelle qui commence à être discuté en tout cas, enfin, il était temps, comme notion de référence. Ouais. En tout cas, comme indice de bonne santé, mais ça reste un indice à prendre en compte. Bien sûr, mais comment un coach sportif, lui, peut me dire masse musculaire, osseuse, l'eau que j'ai dans mon corps, et un médecin il me dit ah non, alors attends, donne-moi ta taille, ton poids, il prend un petit bout de papier et il définit mon existence. C'est-à-dire la durée de mon existence à travers ce petit bout de papier. Des fois, je suis là, je regarde le bout de papier. Une fois, le gars, il m'a même pas dit bonjour, il m'a regardé, il m'a dit « Oh, poids taille, c'est dommage, vous avez un très beau visage. » J'étais là genre « Oh, le connard !» Ça, c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs. Mais c'est horrible. Parce que t'as un très beau visage, t'es là genre « Le reste, il est dégueulasse, c'est ça ?» Ça dépend comment vous l'avez pris ce jour-là. Ce jour-là, moi, je l'ai regardé, j'ai dit « Donc, vous définissez ma vie à ce bout de carton ?» Et il m'a regardé, il m'a dit « Non, mais vous êtes pas là pour ça. » J'étais là genre « Oui, ok, d'accord, mais si. » Comment on réagit les gens quand vous leur avez dit que vous vouliez devenir mannequin ou quand vous leur avez dit que vous alliez devenir mannequin? Alors, ce qui était très drôle, c'est que j'apprécie énormément la photo. J'aime la photo. C'est un art qui me parle énormément. Donc, je faisais beaucoup de photos. Mais ce qui était assez drôle, c'était d'entendre les gens dire « T'es belle, tu pourrais, mais tu peux pas. » Parce qu'en plus, je suis de la génération où là, maintenant, on a de plus en plus de mannequins. Mais moi, quand j'avais une vingtaine d'années, il y avait pas de mannequins dit grande taille. Donc, en fait, j'avais pas de référence, quelle qu'elle soit. Et c'est vrai que automatiquement, je viens de province, je viens de Nantes. Les gens, ils étaient là, genre, mais jamais tu deviendras mannequin.
t'as un beau visage. On me résumait à t'as un beau visage, t'as du style. Voilà, mais ça s'arrêtait à ça. Mais vous, l'univers grande taille, vous saviez même pas à quoi ça Je correspondait. ne connaissais pas ce milieu. Moi, à la base, quand tout a commencé, c'est une marque qui m'a dit oh là là, on adore ton profil, on voudrait t'offrir des vêtements. Je dis je fais quoi avec ça? Ils m'ont dit tu peux faire des photos? J'étais genre ouais, carrément. Et là du coup, et donc du coup, en grande narcissique que je suis, j'ai fait des photos. Ouais. Non, mais et en vrai, c'est comme ça. Et c'est la presse qui s'intéresse à moi en disant blogueuse grande taille. J'étais là genre grande taille quoi? Et en fait, j'ai découvert tout un milieu finalement. À la fois en pleine expansion, mais un peu que les gens laissent de côté et en même temps un peu cheap. Et moi, j'adore la mode et j'ai toujours voulu faire des vêtements. Moi, je me rappelle, j'ai fait une école de mode et je disais à mon prof, je veux une marque grande taille. Elle dit ouais, fais des vêtements pour toi déjà, mais ça marchera jamais. J'en ai fait 5, sold out. Donc ça marchera jamais. Elle est où cette dame maintenant? Mais tu vois, donc l'idée c'est ce côté rebelle. Je veux pas écouter. C'est pas parce que tu me dis non. Alors moi, dis-moi non, je suis comme les enfants. Dis-moi non, je vais vouloir y aller 3000 fois. Je vais vouloir te montrer que t'as tort. Parce qu'en vrai, aussi illimité soit l'univers, mes possibilités aussi. Je vois pas en quoi il y a des gens, ils ont pas de talent, ils réussissent juste parce qu'ils sont obstinés et persévérants. Alors pourquoi moi, j'y arriverai pas? D'ailleurs, si vous voulez rendre service à quelqu'un, faut lui dire non. C'est pas possible, tu y arriveras pas. C'est parfait pour le motiver. Et c'est incroyable. Parce que souvent, tu vois des gens qui glow up, à qui on a dit non toute leur vie, et tu les vois aujourd'hui, ils sont incroyables. Donc en vrai, je me dis peut-être c'est bien. Mais comment vous vous êtes réconcilié avec ce corps que vous n'aimiez quand même pas du tout à la base? Alors mon corps, je le détestais, et en fait, je suis partie à ma rencontre. Donc déjà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites sur votre corps? Vous dites que vous l'aimez, vous l'adorez, Ah mais je l'aime trop mon corps. Et en fait, je l'aime trop parce qu'en fait, il est jamais le même tous les jours. Il y a des jours où j'ai envie de le défoncer. Il est trop. Des fois, je me regarde, je me dis. Oh putain, je suis gâtée aujourd'hui, je suis vraiment moche. Mais en vrai, est-ce que ça m'empêche de faire ce que je fais? Non. Pour moi, c'est ça la complexité d'un être humain et c'est ça que j'aime pas dans tout ce qui est mouvement, body positif, développement personnel. C'est, il faut être heureux tous les jours. La vie, elle est incroyable. Si t'es pas heureux, c'est pas normal, c'est que t'as foiré ta vie. Non. Il y a des jours, tu vas bien. Il y a des jours, tu t'adores. Et il y a des jours, t'es vénère, en fait. Moi, la première semaine avant mes règles, j'ai envie d'éclater tout le monde. Mais tout va bien. C'est ce qui fait de moi un être humain normal. Et c'est ce que j'appelle les 4 saisons dans le livre. C'est accepter qu'il y a un temps pour tout. Et il y a des temps d'hibernation comme les animaux. Voilà, on n'est pas en hiver toute l'année. Non, on n'est pas en hiver toute l'année. Pour expliquer un petit peu le rapport que vous avez avec votre corps et l'image va parler à tout le monde, aujourd'hui, vous acceptez la lumière. Ouais, clairement. J'accepte en fait, et c'est pas de vous voir dans la lumière, sous la lumière. Exactement, c'est-à-dire que pour moi, les gens qui refusent d'accepter la lumière, c'est des gens qui vont se regarder qui vont me dire je veux m'aimer, je veux m'accepter, mais ils vont se regarder dans le noir face à un miroir. Tu te vois pas en fait. Fin du game. L'idée, c'est vraiment d'accepter d'ouvrir la fenêtre, les volets, de faire entrer la lumière et de voir son propre reflet, qui on est vraiment, sans filtre, sans truc, sans machin, qui on est vraiment, et pas forcément avec des gens autour de soi, juste soi face à soi-même, qui je suis, d'où je viens en fait. Et c'est pas forcément que l'extérieur, parce qu'on parle beaucoup de l'extérieur, mais l'intérieur compte. C'est-à-dire que, ok, demain tu peux avoir le corps dont tu as toujours rêvé, si dedans c'est moisi, t'es moisi. Et en plus le corps suit. Donc, oui, la santé, c'est ça. Mais mental et physique, en fait. Mais les gens, ils aiment trop s'attarder ou s'accrocher vraiment qu'au physique. Tu vois, il n'y a que ça qui est important, c'est que l'extérieur. Mais sauf que si intérieurement, t'es nul, en fin du game. Donc voilà. Ça vous a pris combien de temps de vous réconcilier avec votre corps? Parce que là, maintenant, on a l'impression que c'est facile. Ouais. Mais il y a quand même... ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est un cheminement quand même. Il y a du travail. On voit toujours le résultat à la fin. Mais le résultat est le fruit de petits pas tous les jours. On est bien d'accord. Et c'est ce que je dis souvent par rapport au livre quand j'en parle. C'est pas magique, c'est qu'il faut expliquer. Il y a du travail à faire. Tu seras pas bien dans ta peau au bout d'une semaine. Faut arrêter. Et après, le timing de chacun, il est différent. Moi, je dis souvent, c'est comme le soleil. Il brille à des heures différentes. Mais il brille tout le temps pour tout le monde. C'est juste qu'en fonction de là où on est sur la planète, c'est pas à la même heure. Là, c'est à peu près pareil. C'est en fonction de ton background, de ta volonté, du stade où t'en es dans ta vie. Parce que moi, je sais qu'avant d'en arriver là, comme je dis souvent, j'ai ramassé la poussière. Et il fallait que je la ramasse bien pendant plusieurs années pour justement... Il n'y a pas que la poussière, vous avez remué la merde. Ouais, mais une vraie diarrhée. Non, mais il faut dire. Mais non, mais les gens qui comprennent pas qu'à un moment donné, qu'il faut se confronter à ça et il faut traverser l'enfer. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut y aller, quoi. Il faut se faut y confronter aller. à son histoire. Il faut la remuer. Ouais, vraiment. Et en plus, il faut pas avoir peur, entre guillemets, de potentiellement faire du nettoyage dans sa vie, se mettre à dos certaines personnes pour faire des choix qui nous rendent heureux. Se rendre compte qu'on fréquente pas forcément les bonnes personnes, que comme le coup de pression où tu peux aller voir quelqu'un de ta famille en disant « Raconte-moi les secrets de famille, je veux tout savoir. Pour savoir où je vais, j'ai besoin de savoir d'où je viens. » L'idée, c'est ça. Ouais. Et accepter la lumière, c'est pareil. C'est partir à la rencontre de soi. Je me suis dit, j'ai envie de tomber amoureuse de moi, je vais me dater, en fait. Je vais me dater, je vais faire des petits dates amoureux avec moi.
Et alors qu'avant, je supportais pas être seule. Il fallait que je sois tout Ça le temps coûte moins entourée. cher. Hein. Ouais, c'est vrai. Si vous vous invitez à manger, c'est mieux. Bah, sauf si je mange pour 2. Vous dites que c'est super important le quality time avec soi-même, en Ouais. fait. Ah, moi, j'adore. C'est-à-dire que, en fait, j'aime autant être entourée de tous mes amis, mais autant j'adore rester chez moi. Là, je sais que, par exemple, ce week-end, mes enfants, ils vont chez leur père. Oh my gosh. Je vais me mettre des bougies, l'album de D'Angelo. Je vais m'allonger par terre comme le pote de Bob l'éponge par terre. Là, je vais faire l'étoile de mer. Et voilà. Oh, la mère d'œuf. Ouais. Complètement, mais c'est à... Ouais. Ça va pas de faire des choses pareilles. Mais c'est incroyable. Alors, la maman, on sait d'où elle vient, le papa, on sait toujours pas d'où il vient. Non. On sait qu'il vient du Vietnam. D'accord. Et voilà. Après, les peu de souvenirs que j'ai, moi, c'est de la violence. Donc voilà, à un moment donné, j'ai été chercher. J'avais envie et besoin, à certains moments donnés de ma vie, de savoir qui il est, etc. Et le truc de ouf, c'est que j'ai grandi avec quelqu'un du côté de ma famille paternelle dans le même immeuble que moi. Ouais, dingue, c'était pas prévu. Et cette dame, je sais pas où elle est d'ailleurs. Je crois qu'elle est morte. Paix à son âme. Mais du coup, c'est elle qui donnait des nouvelles. Non, mais c'est elle qui donnait des nouvelles justement de temps en temps à ma maman. Mais voilà, c'est vrai que à un moment donné, j'ai eu besoin. Et aujourd'hui, non, parce que j'ai fait la paix. J'ai pardonné. Et voilà. Et tout va bien. Alors, je disais de notre invité ce matin qui s'appelle Lala Misaki que c'était un game changer, qu'elle avait changé le monde. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé le monde ? Et comment ? Waouh, je sais pas si je l'ai changé, peut-être que je le changerai, c'est pour ça que la première page de mon livre elle est dédiée à mes enfants, où j'ai mis une petite phrase pour eux en leur disant que en gros c'est the legacy, c'est-à-dire que c'est à eux d'après de poursuivre ça. Ça se trouve mon livre va être un carton de ouf quand je vais canner. Ah non c'est déjà un carton de fou. Oui, je sais, mais c'est vrai que l'édition collector, vous le dédicaterez avant de partir. Ouais, ok. Vous avez quand même cassé les codes. Bah en tout cas, j'essaye. En ça, vous avez changé le monde. Ouais, oui. Moi, je pense que, les codes de la beauté, libérer les femmes. Ce que j'essaye de dire, c'est que j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Parce qu'il y en a d'autres qui étaient là avant moi, peut-être dont on connaît pas les noms, qui n'ont jamais eu peut-être l'opportunité de pouvoir porter leur voix à travers les médias, etc. Mais qui ont quand même mis une petite... Pour moi, l'union fait la force. Après, on parlait d'Haïti tout à l'heure, c'est le slogan du drapeau. Mais vraiment, l'union fait la force. Regardez le film Avatar. mais vraiment, pour moi, l'union fait la force. Et je pense qu'il y a des gens qui font à petits... Voilà, qui mettent des tout petits cailloux, mais ça reste un caillou qui a fait que peut-être moi, j'ai pu mettre le mien par-dessus. C'est pour ça qu'il tient. Donc, j'aime donner à ceux dont on ne parle pas forcément, mais qui font, et même, par exemple, toutes mes lectrices. Aujourd'hui, on se dit créateur de contenu. Le créateur de contenu, il est basé sur quoi ? Sur les gens qui nous suivent, avec qui on a des interactions, avec qui... C'est pour ça que moi, j'ai pas envie de me moquer d'eux et de parler... Enfin, je raconte beaucoup de conneries, mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux être le plus sincère possible. J'ai vu des gens parler de développement personnel et j'étais là dans des interviews, ils étaient là. On peut reprendre... Ouais, non, attends, cette phrase, elle est pas assez drama. Attends, j'en refais une autre. Et tu sais, t'es là genre... What? Moi, franchement, j'étais là, j'étais choquée. Je me suis dit, ah ouais, donc vraiment, c'est faux? Purée, merde. Bah voilà. Et en fait, je veux pas de ça. Ce n'est pas congruent. C'est-à-dire que vous n'incarnez pas congruent, je vais le tatouer. La congruence, c'est voilà, c'est être conforme à ce qu'on dit et ce qu'on demande aux autres de faire. Non mais en plus, à un moment donné, ils sont pas fatigués de mentir. Ouais, mais ça marche quand même. Alors par contre, moi, Ouais, mais ça marche un temps, parce qu'au bout d'un moment, je suis sûr que tu te fais trahir par ton mensonge. Ouais, mais ce qui m'étonne, c'est que c'est quand même, que je connais bien ce métier et ce milieu, il y a quand même beaucoup de fake qui fonctionnent et que les gens ne décèlent pas forcément. Donc peut-être que la sincérité, elle se voit, mais l'insincérité ne se voit pas forcément. Mais alors moi j'ai une autre question dans ce cas, même surtout si c'est pas mon rôle aujourd'hui. Dans le milieu du dev perso. Mais est-ce que plus le mytho est gros, plus les gens ils y croient? Bien sûr. Un peu comme dans les élections présidentielles. C'est même un principe. Ah merde. C'est la base. Plus c'est gros, plus les gens achètent. Bah je suis grosse les gars, c'est suffisant ou pas? Il y a un animal que vous aimez bien, mais qui est pas très gros, c'est le serpent. Ouais, j'adore. Pourquoi est-ce que finalement le serpent, ça incarne bien J'aime bien le serpent, mais je vais pas aller habiter avec lui ou me laisser me toucher. Mais j'aime en fait sa mutation. En fait, je trouve que j'aime utiliser l'image du serpent sur la mutation, c'est-à-dire que on peut, surtout en plus dans l'ère dans lequel on vit, par exemple dans la vie professionnelle, on peut avoir une vie dans plusieurs vies. C'est-à-dire que j'ai cette vie dans ce corps, mais mon corps peut muter. Déjà, il change chaque jour au fil du temps, etc., etc. Et je trouve ça magique et magnifique finalement de voir que mon corps évolue en fonction des
des années de ce que je vis aussi. Tu vois, en ce moment, tout le monde me dit « Oh là là, t'as perdu beaucoup de poids, mais qu'est-ce que t'as fait et tout ?» Rien, je le laisse vivre. Je suis juste stressée et j'ai eu une grippe. Du coup, j'avais mal au ventre, j'ai été beaucoup aux toilettes. Les gars, à partir d'un certain niveau de glamour, je crois qu'il faut s'étaler. Non, mais vraiment, le truc, c'est que je le laisse vivre. Il grossit, il maigrit, il fait ce qu'il veut, en fait. La vérité, vous n'êtes pas mis au régime. Mais la flemme. Non, la flemme. Franchement, la flemme de mettre au régime. En plus, je suis pas pour la frustration. C'est-à-dire que si je veux un truc, je veux manger ça et voilà. Et au même titre que des fois, oui, j'oublie de manger parce que je vais avoir plein de trucs et en fait, j'oublie. Comme des fois, j'oublie de faire pipi et c'est à la fin, je me dis « Oh non, j'ai pas été aux toilettes !» Mais l'idée, c'est ça en fait. C'est de me dire « Mon corps, je le laisse vivre et être en harmonie avec moi. » Donc, à un moment donné, il va prendre du poids, il va perdre du poids, il va grossir. Enfin, on s'en fout en fait. Mais le serpent, lui, il a cette facilité, cette faculté à se réinventer à chaque fois, à changer de peau, Ouais, c'est ça? C'est changer de peau, se réinventer, se dire que je suis la même personne. Parce que souvent, les gens, ils pensent que, voilà, c'est pas un chat qui se réincarne dans un truc et puis après, t'es dans la peau d'une grenouille. C'est, tu restes la même personne. C'est juste que tu peux avoir plusieurs vies. Tu as le droit de te permettre de se dire, vas-y, je plaque tout et je vais vivre à l'autre bout du monde pour machin. Et au même titre que ton corps, des fois, visuellement, peut être le même, mais intérieurement, t'as muté. Tu es quelqu'un d'autre. Et finalement, l'énergie qui va se dégager de toi, les gens, ils vont pas te reconnaître. T'as rien changé. T'as même pas pris 1 kilo, t'en as pas perdu un, t'as pas fait une chirurgie ou non, t'es la même personne, mais les gens verront quelque chose qui s'émanera de toi, qui sera complètement différent. Et une autre lumière, une autre énergie. Vous n'avez pas cédé aux sirènes du bistouri? Non, mais j'y ai pensé, j'ai eu plein de rendez-vous. Parce que en vrai, je voulais. Un peu comme tous ceux qui sont sur les réseaux. J'ai très mal au dos. En fait, quand j'étais un peu plus ronde, j'avais des seins encore plus gros. Ils sont déjà pas petits. Et ils sont dans votre livre d'ailleurs, vos seins. Ouais, ils sont partout. Ils sont partout. Et en fait, l'idée, c'est que justement, j'ai été voir. Justement, quand je vous disais tout à l'heure, je suis arrivée à un rendez-vous, il a pris son carrousel. C'était un rendez-vous, j'étais partie pour une réduction mammaire. Je voulais me renseigner parce que j'avais trop mal au dos et je me suis dit, vas-y, flemme. Et en plus, je trouvais pas de vêtements à cette époque-là. Donc j'ai fait, la vérité, 4 rendez-vous et je l'ai jamais fait l'opération parce que en fait à chaque fois je me disais non, et comme je suis très instinctive, à chaque fois je me disais lui je l'aime pas, je le sens pas, et lui il m'a parlé de son carrousel, non je veux pas lui, et puis lui machin truc, et puis finalement la vie a fait que en fait j'ai perdu beaucoup de poids pendant ma grossesse, etc. Aujourd'hui du coup le poids de mes seins est un peu moins important, donc du coup je le vis mieux, etc. en termes de train de vie, c'est-à-dire la manière dont je porte le poids de ma poitrine. Et finalement, aujourd'hui, ça va très bien. Et peut-être qu'un jour, je regrossirai de ouf et on me dira, ah non, écoute, faut un peu baisser ta poitrine. Et je le ferai. En fait, je me dis que je fais ce que je veux. Si demain, j'ai envie, je le fais. Moi, j'ai rien contre la chirurgie. Chacun fait ce qu'il veut. Mais avant de faire ça, est-ce que t'es sûr dans ta tête que tout va bien? Commençons déjà par là. Est-ce que t'es sûr que tout va bien dans ta tête? Alors, vous appelez ça l'état des lieux? Ouais. C'est comme quand on va dans un nouvel appartement, quand on visite une nouvelle maison, on fait l'état des lieux de soi-même. Voilà, moi j'appelle ça l'état des lieux. Et en fait, pareil, alors j'adore les métaphores, les images, les trucs, les machins. Et c'est vrai que souvent j'utilise, tu rentres dans une maison. Est-ce qu'elle a des fissures? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut colmater? Est-ce qu'il y a des murs qu'il faut péter? En fait, fais un constat. Qui es-tu? On en revient toujours au même point. Et surtout, mets tes peurs de côté. Qu'est-ce que tu veux en fait? Et fais un état des lieux. C'est pas grave. Le passé, c'est le passé. Dit, qu'est-ce que tu veux? Vous savez, c'est pas toujours facile de répondre à cette question. Bien sûr, mais on n'y répondra pas en un jour. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Non, bien sûr. Et puis en plus, en vrai, ce que je veux aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que je veux demain. Tu vois, il y a des gens, je les aime aujourd'hui, je les aimerais peut-être pas demain. Demandez aux gens, donne-moi 5 choses qui te rendent heureux. Dans l'instant présent. Ouais, il y en a peut-être qui s'arrêtent à 3. Hein. Ah ouais? Ah non. Enfin pas moi. Parfois, vous dites que il suffit juste de changer un tout petit peu de place. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez dire par là, derrière cette image? Alors, en fait, c'est justement par rapport à la lumière. C'est-à-dire que des fois, si par exemple, tu vois, le coucher du soleil, il a une certaine intensité. Si je te dis que c'est quand il est à 80% de son coucher de soleil, c'est là où tu reçois la lumière. Mais des fois, il suffit juste de te déplacer un peu, tu seras à 80 et les choses, elles changent en fait. L'idée, c'est ça, c'est que des fois, il suffit juste... C'est pas forcément... Tu sais, les gens, quand on parle d'acceptation de soi, ils pensent qu'il faut faire des grands écarts, des grands choix, des grands nettoyages de printemps, des trucs incroyables. Non, des fois, il suffit juste de faire un tout petit truc. Et c'est ce petit changement-là, cette manière de penser-là, c'est le fait d'être reconnaissant le matin qui peut-être va changer tout ton mood de la journée. Tu vois, quand des fois tu te réveilles, il t'arrive une galère. Et après tu te dis, oh là là, j'ai enchaîné les galères toute la journée.
Mais c'est Toute juste... la semaine, Bah tiens. oui. Et tu dis, ah purée, c'est relou, effet boule de neige. Mais en fait, il suffisait juste à un moment donné, peut-être, de te décaler, de te dire, ok, cette merde, je veux pas qu'elle continue. Donc, vas-y, je prends 5 minutes. Je redescends sur terre. Je remets les choses dans leur contexte. Et quand tu remets les choses dans leur contexte, moi, quand je panique, c'est ça. Là, remets les choses dans leur contexte. Je remets, et en fait, je me rends compte que tout va bien et que mon truc, il est minime. Et des fois, je me dis, est-ce que ce truc qui t'énerve tout de suite t'énervera dans 6 mois? Est-ce que tu t'en rappelleras? Non. Bon, alors n'y accorde pas d'importance. Bye. Ah, c'est marrant, moi j'ai dit dans 10 ans. 10 ans? Moi je dis, est-ce qu'on en reparlera dans 10 ans? Non, alors si on en reparle pas dans 10 ans, c'est que c'est pas grave. Ah, c'est loin, 10 ans. Ouais, je sais pas. Ouais. Ouais, 6 mois, à mon âge, 6 mois, ça fait... Je préfère me projeter dans 10 ans. On peut pas aider les gens qui n'en font pas la demande. Ouais. Alors, justement, c'est ce que j'appelle la fausse bienveillance. C'est-à-dire que on vient par amour et souvent la personne est très sincère. Elle pense réellement nous aider. C'est comme je disais tout à l'heure, une maman qui dit à sa fille ou une grand-mère qui dit à sa fille, tu vas souffrir si t'es grosse. Parce qu'elle-même, elle a souffert de sa mère qui lui a dit qu'elle souffrirait, machin. Et là, c'est l'œuf ou la poule, on sait pas qui est venu en premier. Enfin, les gars, donc on fait comment en fait? Et l'idée, c'est ça, c'est cette fausse bienveillance. Moi, je pars du principe où mes amis ont besoin de différentes choses. Des fois, on a juste besoin d'une oreille. Donc, quand on te demande pas ton avis, tais-toi et écoute ton ami, c'est juste ce qu'on t'a demandé. Maintenant, si la personne, elle dit, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Faut lui dire à ta place, mais dans ma vérité, je ferais ça. Mais je ne suis pas. C'est moi, il y a mes potes, des fois, elles m'appellent, elles me disent, ouais, mon gars, machin truc. Je dis, meuf, je suis ni toi ni lui. Je n'ai pas tous les facteurs. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je peux pas te dire ce que je ferais. Je vais lui dire, je vais lui péter la gueule, tu vas lui péter la gueule. Mais non, ça marche pas, en fait. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est, ok, je suis une oreille attentive, je t'écoute. Moi, voilà ce que je ferais. Mais déjà, ton mec, ce serait pas mon mec si c'était déjà de base. Donc, et ça veut pas dire qu'il est bien ou moins bien. C'est juste que tu l'aimes pour des raisons qui sont les tiennes. Votre histoire, c'est la vôtre. Et j'ai pas tous les facteurs, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Donc, on n'aide pas une personne qui ne demande pas d'aide. Et moi, par exemple, typiquement, et je sais qu'il y a plein de gens comme ça, j'ai besoin de tomber. C'est-à-dire que moi, j'ai des potes qui, par amour, me disent, ouais, tu devrais faire comme ça, comme ça. Je les regarde, je suis là, genre, flemme. Je dis, ah, merci. Et en fait, elles savent après, hein. Elles savent que je les écoute pas. Elles disent, ah, bah, comme d'hab. Mais j'ai besoin de me casser la gueule pour comprendre ma leçon et me dire, ah, c'est donc ça. Et il y a des gens, des fois, ils vont tomber, c'est comme un enfant. Il voit un espèce d'obstacle, il va tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, il sait qu'il faut lever le pied un peu plus haut. Bah, des fois, il faut laisser les gens tomber. Ils ont besoin de ça pour réellement comprendre une leçon. Parce que sinon, en fait, c'est trop facile. Il faut les laisser faire leur propre expérience. Mais bien sûr. Finalement. Alors, le livre s'appelle Hors Normes, brise tes chaînes et deviens-toi. C'est chez Hugo New Life. Vous avez compris, c'est un livre de développement personnel où il n'y a pas que du bonheur qui dégouline. Non. Hein? Follow the process, la guerre se gagne dans les plans, donc il faut se projeter dans le changement aussi, ça c'est important. Clairement. De faire. Et le reste, on lit votre livre. Ouais, faut lire mon livre. Et j'ai une phrase que j'adore à la fin du livre, c'est « On sait quand la vie commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête, donc vie entre les deux, on écrit une histoire magnifique. » C'est vraiment des paroles qui font du bien. Ah, merci. J'ai trop aimé le moment que j'ai passé avec vous. J'espère Sérieux que ceux qui nous ont écoutés ont aimé vous écouter, ont pris le même plaisir que moi. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Lala et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.